Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 12, épisode 6, le lapin de terre. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de deux merveilleux chroniqueurs. D'un côté, le temple du Meeple, Steve. Salut messieurs, comment allez-vous? Yes, ça va très bien. Et de l'autre côté, le seul et unique ludologue du Québec, Monsieur Sylvain A. Trottier. Bonsoir. Fais noter, ce n'est pas seulement le ludologue, mais aussi l'interprète du temple du Meeple dans le Poké Game 2. C'est vrai, effectivement. Et je m'excuse, Steve, pour tout ça. Je suis responsable de rien. Je ne fais que suivre les indications que Jeff et Simon mettent. Moi, je fais juste lire des lignes de texte. Moi, il y avait un rôle important, le temple du Meeple. Je trouvais ça merveilleux. Go, ça Archipelago! manquait de justement, mais Archipelago, ben oui, c'était toi qui s'occupais de ça, hein? Ben oui. D'ailleurs, ben là, c'est pour ceux qui n'ont pas trop suivi, là, il y a des épisodes de balado ludique, les Poké Games. C'est des épisodes très controversés, mais on n'en parle pas souvent. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Je crois que c'était saison 6 ou 7. Très expérimental, hein? Très. Il y a peu de choses aussi expérimentales que ça dans le monde du podcast, d'ailleurs. Mais un plaisir à faire. C'était très cool. Effectivement, c'est vrai que c'est le fun. Ben oui, c'est à faire. Ça. À écouter, je sais pas, mais à faire, c'est le fun. À faire, on s'est bien amusé. J'en profite d'ailleurs avant qu'on se lance pour remercier les Patreons. Merci beaucoup à la maison. Merci beaucoup de nous suivre. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui nous écoutent aussi. Encore une fois, vos commentaires, vos partages, c'est ce qui nous aide le plus. Et je vais briser le quatrième mur un peu avant qu'on se lance. Parce que cet épisode est spécial, c'est le dernier épisode de la saison. Et non, ne me prenez pas au mot, il reste encore l'épisode 7, 8, 9, 10. Mais par souci technique et par plein de questions de logistique, c'est le dernier épisode que nous enregistrons. Donc c'est techniquement notre finale de la saison. Alors on va bien s'éclater ce soir, 1h30 bien serré, bien tassé, et nous sommes dans vos oreilles. Je pensais que pour l'épisode pour clore tout ça, tu voulais qu'on fasse 3 heures d'enregistrement. On va s'occuper de ça. Ouais, c'est ça, je vous fais confiance, les gars. Donc, vous connaissez le concept, pas besoin de s'éterniser plus sur le concept de la saison 12, 1999, l'année du lapin de terre. Nous avons Lucien Bouchard, Jean Chrétien, Lucien Bouchard, premier ministre du Québec, Jean Chrétien, premier ministre du Canada, et Bill Clinton, famous Bill, président des États-Unis. Donc, ça vous remet un peu dans le bain, dans l'époque dans laquelle on est. L'époque des grands premiers ministres, hein, les gens de la haute. Oui. Puis en France, pour les auditeurs et auditrices français, c'est Chirac. Ah, ouais, c'est quand ça. Même. Les grands de ce monde. On va commencer par une nouvelle un peu triste qui s'était passée en 1999. C'est la fusillade de Columbine au mois d'avril 99. Maintenant, les fusillades, c'est pratiquement pain quotidien aux États-Unis. Les fusillades dans les écoles et tout ça, c'est triste, là, encore plus triste, mais on dirait que ça nous ébranle moins. Mais à ce moment-là, c'était pas sans la première, mais c'était une des très grosses fusillades. 15 morts, 24 blessés. Si je me souviens bien, c'est deux gars qui sont rentrés dans une école avec des guns, puis ils en ont tué 15 et blessé 24. Moi, sincèrement, des nouvelles internationales, on peut dire, mais c'est nos voisins, on dirait que c'est la première qui m'est restée en tête, puisque en 99, j'ai 11 ans. Là. Fait que c'est comme une des rares, justement, qui m'est restée en tête. Oh, c'est grosse nouvelle. Avant ça, on dirait que je me souviens, c'est comme, parce qu'on l'a vécu, c'était en 98, c'était la tempête du verglas, la fameuse grosse tempête. Ben, c'est vrai que tu dis ça, il y a pas beaucoup d'événements que je me rappelle de 1999, mais cette fusillade-là, je m'en souviens. Et ben, j'avais pas le choix quand même de mentionner un film qui n'est pas sorti en 99, mais qui est le film Elephant de Gus Van Sant, qui est un film qui parle de cette fusillade-là de manière assez particulière, d'ailleurs. Ouais. Donc, je vous le recommande.
Sinon, est-ce quelqu'un qui veut nous parler de l'euro? Ouais, c'est Est-ce que tu veux y aller, Steve? Non, je sais pas si c'est toi vas-y. qui as mis. Ok. Ben, Comme je suis la caution européenne de balado ludique. Ben, c'est ça, exact, le seul français du groupe. Ouais, c'est ça. C'est l'euro arrive et pas vraiment en même temps. C'est un peu particulier parce que il y a deux arrivées de l'euro. Il y a l'euro en 99, l'euro en 2002. En 99, c'est la monnaie qu'on appelle scripturale. Donc, sous forme de chiffres, c'est-à-dire qu'on peut transiter sur la bourse, à la banque et tout ça, mais la monnaie papier n'est pas encore là, elle va arriver sous forme fiduciaire, sous forme papier en 2002. Mais le passage à l'euro, c'est quand même un marqueur très important de toute la construction européenne. Le fait d'avoir une monnaie commune change complètement aussi la dynamique, certes des échanges, mais la facilité de se déplacer aussi, parce que, bon, l'Europe, c'est l'espace Schengen, c'est l'Union européenne, tout ça, mais l'euro, c'est aussi, vu que j'ai la même monnaie, je peux aller en Allemagne, en Italie, etc., puis j'ai pas besoin de me casser la tête à faire du change, puis c'est un rapprochement encore plus fort de l'Union européenne par l'introduction de cette monnaie-là. Bref, voilà. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Là. Rappelons que 100 euros, c'est environ quoi? 600-700 $? Ouais, ça, okay. À peu près. Dans ces eaux-là. Quoi? OK, stade olympique. Vous pensez que les stades olympiques, depuis 1967, c'est le sujet de l'heure. Donc, c'est le toit, une partie du toit s'effondre la veille du salon de l'auto. Je me rappelle pas que c'était relié au salon de l'auto. Je trouvais ça drôle quand j'ai lu ça. Je sais pas s'il y a des voitures qui ont été brisées et tout, mais le salon a dû être annulé cette année-là. Donc, le stade olympique, ça a toujours été la plaie pour nous. Sinon, on a fini de le payer, hein, je crois. On a fini? Ben oui, d'ailleurs, ouais, c'est... la taxe à la cigarette. C'est ça, j'allais dire. Les fumeurs ont fini de payer le stade olympique. Merci beaucoup à vous. Moi qui étais un fumeur avant, j'en ai payé une bonne partie. Mais maintenant, je me compte plus parmi ce groupe-là. Fait que, ben, bravo. Grâce à vos poumons tout bruns, on a payé cette structure toute brune, toute grise. Donc, PKP devient président de Québecor, qui était déjà... Dans l'organisation. On a déjà parlé quelques fois d'ailleurs de Québecor à l'émission. Julie Payette. Ouais, pour le point positif cette fois-ci qu'on va la mentionner. Pour comment elle a comme fait sa rep, dans le fond. Elle était dans l'espace. En fait, je crois que c'est la première Canadienne à aller dans l'espace, si je me souviens bien. Oui, il me semble que oui. Pas dire n'importe quoi, mais c'était dans la mission, dans la navette Discovery. Fait qu'un beau moment de son existence. Et 30 ans plus tard, maintenant, elle peut intimider sans retenue. Ouais, Steve. Ouais, 26 juin, je vois ça, j'ai vu ça. J'ai début des grèves générales pour niveau des infirmières, parce que moi, je suis technicien de laboratoire de formation, je travaille encore pour les hôpitaux. Puis elle a fait une grève illégale, illimitée, de 40 000 infirmières. Pour vous donner une idée, pour vraiment dissuader les infirmières et tous ceux qui sont dans le système de la santé, parce que c'est un service essentiel qu'on appelle, c'est par jour de grève illégale que vous faites, dans le fond... parce qu'on a un certain nombre, un pourcentage d'heures qu'on peut gréver dans une journée. Si vous grévez plus que ça, vous perdez 1 an d'ancienneté par jour de grève illégale. Wow! Ce qui est immense là, quand on pense à ça. Là. Fait qu'il y avait eu 40 000 infirmières au Québec qui avaient fait ça, donc c'était assez courageux avec ça. C'est du monde qui se tient. C'est plus l'année qu'ils perdent, c'est un petit peu moins d'impact quand tout le monde se tient pour atteindre ses objectifs. Ouais, et on voit que 22 ans plus tard, elles sont toujours autant respectées par le gouvernement et admirées pour leur travail et leur dévouement pour le bien de la population. Salut d'ailleurs toutes les infirmières qui travaillent très très fort. Ça, c'était pas pour vous dévaluer vous, mais pour dévaluer l'opinion que certains ont de vous. Stéphane Dion, ça dit quelque chose à quelqu'un. Ben oui. Là, je connais pas toute l'histoire, mais c'est le dépôt de la loi sur la clarté référendaire. Ok, alors c'est Stéphane Dion qui a présenté ça. Là, je vois qu'il y a réponse avec le projet de loi 99. Je sais pas exactement c'est quoi ça. Ouais. En gros,
En gros, Stéphane Dion, c'est un ancien ministre qui est devenu chef du Parti libéral à une époque qui commence à être un peu lointaine, mais à l'époque, il était ministre sous Jean Chrétien. Et suite au référendum de 95, disons qu'ils ont paniqué parce que on s'entend que le vote était tellement serré que ça aurait pu passer. Donc, donc Stéphane Dion a été mis en charge de faire une loi pour pouvoir avoir un meilleur contrôle sur des futurs référendums qui pourraient avoir lieu au sein du Canada. Et donc, c'est une loi qui limite les possibilités de gouvernements provinciaux. Et donc, le gouvernement du Québec, qui était du Parti québécois avec Lucien Bouchard, tu l'as dit tantôt, a répondu en disant, en gros, si Québec veut faire un référendum, c'est au Québec de décider de ses propres règles. Donc, voilà. Allez chier! D'ailleurs, ce qui est quand même drôle de cette loi aussi, c'est qu'elle rend comme de façon, on va dire, a posteriori, elle rend la question référendaire de 95 illégale. Bon, malheureusement, c'était trop tard. Parce que dans la question de 95, qui était « Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente du 12 juin ». La nouvelle loi sur la clarté référendaire rend illégal le fait de faire référence à un autre événement dans la question référendaire. Donc, de l'entente du 12 juin n'aurait pas été permis de mettre ça comme ça. D'ailleurs, c'est le genre de choses qui rend la question toujours plus floue parce que les gens sont comme, ben c'est quoi ça le 12 juin? On le sait pas nécessairement. C'est quoi? En plus, ça nomme même pas l'entente. Donc, c'est quand même drôle que cette loi rende caduque la question initiale qui avait été quand même assez compliquée. Bon, c'est pas celle de 80 quand même, là, mais... Oui. Création du Nunavut, ça je me rappelle de ça en fait. Ça c'est un événement qui m'avait marqué. Créer un nouveau territoire, ça m'avait beaucoup marqué moi. Oui, en géographie, on avait une capitale à retenir de plus. C'était assez fascinant, exact. Ça. Tu l'as-tu retenu? C'était quoi? Non. Iqaluit? Ah, je pensais que c'était au Québec, c'est Iqaluit. Je pensais que c'était dans le Nord. C'est ce que j'avais en tête. C'est ça? Ok. Oui, c'est exactement ça. Oui, excusez. Oui, je voulais pas répondre. Un morceau de robot à Sylvain. Un morceau de robot pour Sylvain qui ira visiter cette magnifique ville. Un billet d'avion pour Iqaluit. Ville ou village? De toute façon, c'est le seul moyen d'y aller, non? Tu sais que ça coûte cher les billets d'avion dans le Nord, là. C'est plus cher d'aller en Europe, là. Excellent. Donc, on le sait, c'est le bug de l'an 2000 qui s'en vient. On en parle d'ailleurs dans le prochain épisode du bug de l'an 2000. Je veux pas vous divulgacher, mais il s'est pas passé grand-chose. Mais toute l'année 99 a été sous la tension de est-ce qu'on va retourner à un ère préhistorique ou à un ère pré-technologique? Est-ce que tous les ordinateurs qu'on commence tout juste à découvrir et à apprivoiser vont disparaître et s'effacer de nos mains? Ben oui, c'est écrit 99 question. Pour les années. Là. Qu'est-ce qui va arriver quand ça va être écrit 00? Les ordinateurs ne sont pas faits pour compter jusqu'à 2000. Donc c'était ça le gros truc. Et là je vois pourtant ici sur mon truc c'est écrit 22-11-16. Donc, ouais, d'après moi ils ont fait ça en fonction de l'année 3000. C'était pas ce problème. En 3000 tu penses que ça va arriver? 2000... Ils ont juste... 2100. En 2100 il n'y avait pas le problème. Alors, c'est pas mal ça. Sinon, au niveau des sports... sport, je vais y aller. On parlait du hockey, j'aime ça. Les Stars de Dallas remportent contre les Sabres de Buffalo, où est-ce que la fameuse, pour ceux qui connaissent, controverse du patin de Brett Hull dans le demi-cercle, où est-ce que Lindy Ruff ira d'un quart d'un no goal. Donc, il y a eu, à partir de ce moment-là, il y a eu un changement de règlement pour le fameux patin dans le demi-cercle. Pour les plaisirs de Vincent, les Spurs et Tim Duncan remportent le championnat. Et il y a la première victoire au Tour de France d'un certain athlète qui a raflé tous les prestiges ici. Dans le fond, un cycliste, Lance Armstrong, qui a remporté 7 Tours de France pour tous se faire enlever par après, évidemment. J'allais dire un athlète légendaire qui a remporté tous les prix, 7 titres de Tour de France pour finalement toutes les perdre. Parce qu'il s'est fait doper, bien évidemment. On est tous surpris dans le monde du cyclisme. Hein?
Ouais, moi je comprends pas pourquoi ils permettent pas là, aux gens de se doper. Là. Oh, tant qu'à faire, dopez-vous tous, vous allez tous être égal. Mais non, mais dopez-vous, tu sais, encadrons le dopage et faisons des super athlètes, là. Tu sais, au moins ils seront pas obligés de se cacher puis de Comme faire des plein d'affaires. super-héros. C'est ça, mais on sait pas jusqu'où on peut aller avec ça, là. Hey, mais en musique, là, ça a été une méchante année quand j'ai revérifié ça, pareil, hein. Ouais, je vais te laisser faire un petit topo, mais moi je veux vous parler de 1999 en musique. Okay. Mais vas-y, name-nous, drop-nous quelques noms. C'est ça, Baby One More Time de Britney Spears. Hit me baby one more time. Still My Sunshine. Scar Tissue de Red Hot Chili Peppers. Scar Tissue All Star de Smash Mouth qui sort avec Shrek par après. My Name Is de Eminem. My name is hot. My name is hot. Real Slim Shady. Donc, Wild Wild West avec Will Smith. What's My Name Again avec Blink-182. What's my name again? I Wanted That Way, les fameux Backstreet Boys qui ont marqué toute une génération. Étais-tu Backstreet Boys ou c'était quoi? C'était les Spice Girls? Moi, j'étais les deux. J'étais Backstreet Boys, moi, totalement. Ouais, ok. Puis, il y a eu un popé Woodstock, hein? Mais là, c'est de ça que moi, je veux vous parler. Parce que là, toi, t'as nommé tout, à part peut-être Red Hot Chili Peppers, là, qui est un peu sur la marge, mais la musique pop. Les années 2000, fin des années 90, début des années 2000, dominé par la musique pop, qui était un mouvement légendaire, mais qui est de moins en moins là 20 ans plus tard. Là, ça s'est comme un peu effacé. Mais il y avait aussi, au même moment, une contre-culture émergente, très très forte, que je compare à celle du punk, en fait, dans les années 70. C'est celle du nu metal. On va compter des groupes comme Korn, Limp Bizkit, Papa Roach à l'intérieur de ça. Et ils ont organisé ce qui est appelé maintenant Woodstock 99. Woodstock 99, qui est bien entendu la reprise de Woodstock 69. Et c'est le même groupe d'organisateurs d'ailleurs qui sont à l'idée de ça. Il y avait eu déjà comme l'idée de refaire Woodstock. C'était un projet, tu sais, de refaire Woodstock. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ça, mais sans aller trop dans les détails. Sylvain, veux-tu embarquer avec moi là-dedans? Ouais, bien sûr. c'est bon. Okay. Mais je veux juste... il y avait quand même eu Woodstock 94. C'est ça. Il y a eu d'autres moutures. Il y a eu d'autres événements, mais celui-là, il est particulièrement marquant. Exact. Et ce que je vais vous dire là vient principalement de plusieurs vidéos que j'ai une fascination pour Woodstock 99 depuis très longtemps. Et il y a quelques mois seulement, en 2022, là, il y a un documentaire sur Netflix qui est sorti, Woodstock 99. Très bon documentaire. J'ai adoré regarder ça. Mais il y a une vidéo parce que c'était tout filmé, hein, c'était sur MTV, c'était live, c'était comme... Fait que là, il y a plein de vidéos sur YouTube de Woodstock 99, même avant le documentaire, il y avait déjà beaucoup d'images d'archives. Et c'est un mouvement de contre-culture, ok? Donc c'est des jeunes gens, principalement des jeunes hommes, révoltés contre le système, ok? C'est des gens qui sont... fuck you le système, ok, on est vraiment dans cette idée-là. Limp Bizkit est emblématique de cette époque, Korn l'est aussi, Nine Inch Nails, Kid Rock, Papa Roach, bref, on les a déjà nommés. Et ils organisent Woodstock 99, l'événement écho de Woodstock, Peace and Love, hippie, nanana, tout ça. Ils organisent ça sur une base militaire, ok? Une base militaire, c'est, je sais pas trop, c'est comme 3 km² de béton, ok, en plein milieu du désert, une base militaire désaffectée, du béton mur à mur, pas un esti d'arbre dans place. Quand t'arrives à la porte, ils t'enlèvent tes bouteilles d'eau parce que ils veulent t'en vendre. Et peut-être que t'aurais de l'alcool dedans, hein? Fait qu'ils t'enlèvent tes bouteilles d'eau, ils veulent t'en vendre. Il fait 40 degrés toute la fin de semaine dans un désert de béton. Et plus la fin de semaine avance, plus le prix des bouteilles d'eau, probablement moins il y en a sur le site, et plus le prix augmente. La gestion des toilettes, un désastre complet. La gestion des lieux de repos, bref, un désastre complet. C'était un événement avec l'idée de faire quelque chose de sain, et c'était ultra capitaliste, mais t'avais
150, 200, je sais pas combien de gens. J'allais dire 150 000 personnes. Laissez-moi juste vérifier cette information, mais on n'était pas loin de ça. Là. Pendant que Simon cherche, il y a des trucs à mentionner. Il y a un feu qui est parti, puis quand les pompiers sont venus pour éteindre le feu, ils se sont fait pitcher des bouteilles pour pas qu'ils puissent accéder au site. Il y a sur une note plus rigolote, il y a des artistes sur scène qui sont mis à faire des références à Woodstock. Genre, ils sont allés chercher des musiciens qui étaient là à l'époque ou jouer des musiques ou faire des références à des trucs de Woodstock 69 évidemment. Puis les jeunes, le public ne comprenait pas les références parce qu'ils étaient trop jeunes, ils n'avaient pas été là il y a 30 ans. C'est ça. Donc, quoi? C'est ça, c'est quand même une bonne marge de manœuvre. C'est ça, exactement. Ils font appel à des artistes d'une nouvelle génération, donc ça attire un public d'une nouvelle génération qui n'était pas là. Puis sur une note moins joyeuse, par contre, il y a eu décès, il y a eu aussi beaucoup d'agressions sexuelles, viols et tout ça qui ont eu lieu aussi, qu'il ne faut pas amoindrir par le côté un peu rigolo et n'importe quoi de l'événement aussi. Hein. Non, oui. Effectivement. Excuse, vas-y, Steve. Disons que Woodstock est reconnu pour son côté à jeun de la chose. Hein? Non, les gens étaient effectivement. Et là, je vais reprendre mes chiffres. C'était 400 000 personnes qui ont passé durant la fin de semaine. Pour vous donner une idée, la ville de Longueuil, c'est comme 250 000 personnes. Okay? Fait que c'est astronomique le nombre de gens qu'il y avait là. Effectivement, des émeutes. Et mais plus ça allait, Longueuil plus ça avec tous ses arrondissements. Ah ben là, ça, on a parlé des fusions, c'est dans quel épisode? Ça, c'est dans l'épisode de la semaine prochaine? Ouais, on en a parlé la semaine prochaine. Ouais, c'est ça, la semaine prochaine, on parle des fusions, fait que vous irez voir ça. Donc, et c'est une escalade d'escalade en escalade, ça va. Ils ont démonté des tours de caméramans, bref, c'est un événement comme il y en a eu peu dans l'humanité. Il y a eu beaucoup de problèmes et on va pas minimiser les drames qui se sont produits là, bien entendu. Ça aurait pu être vraiment plus intense que ça. Ouais. Je vous invite juste d'ailleurs à aller voir Sylvain parler des références. Il y a Wyclef Jean qui fait le solo de Jimi Hendrix de Woodstock où il joue l'hymne national américain à la guitare électrique. Et juste cette petit clip de vidéo sur YouTube, vous allez voir le nombre de bouteilles de plastique et de choses qui sont lancées en direction de la scène. C'est vraiment, en fait, c'était la dégénérescence complète. Il y a un truc drôle, c'est pas drôle, mais c'est genre, c'était tellement insalubre parce que tu as parlé des toilettes, parce qu'il y avait clairement pas assez de toilettes pour tout le monde, ça s'est mis à déborder, il y avait des mers, des rivières de déchets et bref, il y a des gens qui ont qui ont développé du pied de tranchée qui est une maladie de la Première Guerre mondiale parce qu'ils marchaient dans de la marde littéralement. Bref, voilà. C'est pas drôle, mais c'est quand même cocasse. Ça montre quand même le degré de désorganisation d'un événement massif comme ça. Ouais, imaginez la colère dans ces... Ça, c'est comme ça qu'on traite la jeunesse. La jeunesse déjà révoltée contre le système, c'est comme ça qu'on les traite. On va vous mettre dans un désert de béton, on va vous laisser cuire là, puis on va vous vendre des bouteilles d'eau à 14$ à la fin de semaine. Mais tu sais, faire un feu pour question d'amener les pompiers qui garagent de l'eau, c'était quand même une certaine solution de rechange. Là. Oh, mais on était dans la barbarie créative. Là. Oh oui. Puis Simon, les bouteilles d'eau étaient pas à 14, par contre les pointes de pizza étaient à 12$. Ah, la pointe. À côté du Sandbell, c'est assez raisonnable, je pense. Ouais, en 1999. Hein? Ouais. En 99. Ouais. Ça, c'est comme on le disait tantôt, c'est à peu près 400$ maintenant. Là. À peu près. Bon, donc on va quitter le monde de Woodstock, mais j'avais hâte de vous parler de ça parce que, comme je vous dis, je suis un fan de Woodstock 99. De Woodstock en général, il y a aussi un très bon documentaire sur Woodstock 69 qui a été fait, mais j'étais très très excité de voir le documentaire sur Woodstock 99. C'est un événement qui m'avait toujours très intéressé. Au niveau des films,
On a déjà parlé la dernière fois dans le prochain épisode, mais c'est la Matrice, hein, la Matrice 99-2000, on est comme là-dedans. Le chef-d'œuvre, épisode 1, Star Wars, la menace fantôme. C'est mon premier film que j'ai vu quand même de Star Wars. Ça m'a assez marqué pour voir la suite. J'ai pas été déçu. Non, mais Star Wars épisode 1, quand t'étais un jeune garçon de 11 ans, il y avait aucun problème dans ce film-là. Non, mais on s'entend que pour moi, ça reste le meilleur combat de sabre laser de tous les Star Wars confondus, là. Vous viendrez me critiquer là-dessus, mais il n'y a pas de meilleur combat de sabre laser que le combat Qui-Gon Jinn, Obi-Wan, Darth Maul, là, avec la musique, tout. Avec les portes qui se ferment, là, qui sont obligés d'attendre. Ils sont juste à y penser, là. Ouais, c'est ça. Sinon, American Pie, qui a marqué toute notre jeunesse, avec cette fameuse débauche. Combien de gens ont baisé des tartes? Combien de tartes ont été abusées? Non, aucune. Là, j'avais un certain jugement quand même à mes 11 ans. Là. Mais quoi qu'à mes 11 ans, j'ai certainement pas écouté ça. Ok, bon. Sinon, c'est le décès d'une légende du cinéma. D'ailleurs, on a parlé à plein de moments de lui durant cette saison-là. L'honorable Monsieur Stanley Kubrick, bien entendu, qui signe son dernier film. Je crois d'ailleurs, Sylvain, toi qui étais aussi un très grand fan de Kubrick, il est mort quand le film est sorti, Eyes Wide Shut. Hein? Il est mort quelques mois avant la sortie du film. Donc le film était prêt, il était fini, c'est juste qu'il était prévu pour sortir plus tard dans l'année. Et lui, il est décédé. Il avait à peu près 70 ans. Ce film qui aura malheureusement été censuré en rajoutant des figurants devant les scènes un peu trop explicites. Ça m'a toujours rendu triste de Eyes Wide Shut, qui est un film sous-estimé de Kubrick, je pense. Moi, j'ai toujours bien aimé ce film. Un des bons films de Tom Cruise, d'ailleurs. C'est vrai, c'est rare. c'est rare, effectivement. Sauf Top Gun. Y a-tu d'autres gens qui veulent parler de films ou on passe à la suite? On peut passer à la suite. La plus grande console jamais lancée et lancée en 99. En Amérique du Nord, là, je pense que c'était en 98 ailleurs. Pour moi, c'est le Sega Dreamcast. Vous avez sûrement un ami... T'en avais une, c'est ça? Avais une? Moi, j'en avais pas, mais j'avais un très bon ami qui avait une Sega Dreamcast et je te dis, je capotais sur cette console. Si vous vous rappelez, les memory cards avaient des petits écrans et dans le jeu de Sonic, dans la manette. Tu pouvais genre breeder des œufs. Fait que là, t'avais ta memory card qui était comme un petit Game Boy, puis là, t'avais comme un mini-jeu de Tamagotchi sur ta memory card, puis là, quand tu revenais, t'as branché dans ta manette, puis là, tu pouvais continuer à jouer. Il y avait le jeu qui s'appelait Speed Devil. Ce jeu, j'y jouais encore en 2012-2013 sur une Dreamcast à Speed Devil, parce que j'ai éventuellement habité avec cet ami en colocation et tout, et il a traîné sa Dreamcast très longtemps. Ce qui a amené la fin de Sony, de Sega et de la création de consoles, là, surtout pour Sega. Malheureusement, oui. Ouais, moi, un des jeux qui a été marquant dans ma jeunesse, c'était au Nintendo 64, Super Smash Bros. Fameux jeu où est-ce que vous prenez n'importe quel personnage de Nintendo, vous vous battez avec. Pikachu visite Mario, Donkey Kong qui affronte Bowser. Non, il n'y avait pas Bowser dans ce temps-là. Affronte Link. C'était tout simplement incroyable comme jeu. Je te dis, je me rappelle la première fois que j'ai joué à Super Smash. C'est drôle parce que c'était chez mon ami qui avait le Dreamcast, justement. Donc, il y avait des gens qui avaient vraiment tout. Hein. Et j'étais chez lui, c'était le lendemain de sa fête. Et on a joué à Super Smash le matin en se levant. J'ai harcelé ma mère pour qu'on aille au microplay en revenant de là, pour qu'on aille louer le jeu. Et quelques semaines plus tard, on l'avait acheté. Il y a 2 jeux vidéo dans ma vie auxquels j'ai joué plus de 2000 heures. Et Super Smash en fait partie. Oui. Donc, excusez-moi, il y a Tabletop Simulator aussi que je viens d'atteindre la barre des 2000 heures, mais j'ai surtout travaillé sur Tabletop Simulator. Mais Super Smash Bros. Est un des jeux auxquels j'ai joué 2000 heures. D'ailleurs, j'ai rencontré très peu de gens qui pouvaient rivaliser avec moi à Super Smash au 64. Moi, je me rappelle d'un moment, c'était au fameux Dôme Nintendo à la ronde. Moi, j'allais là après avoir dîné. Après dîner, je faisais un tour au Dôme Nintendo. Je me mettais en ligne en arrière d'un Super Smash Bros. J'étais à 5 personnes. Il y a quelqu'un qui, tu sais, c'est le gagnant reste. Et démolissait tout le monde. J'arrivais là, je dévissais le gars et je donnais la manette aux 2 autres gars. C'est beau, vous pouvez y aller. Moi, je vais aller m'amuser dans les manèges. Juste pour le plaisir de démolir le champion.
La classe. Oui. Mais c'était une belle époque pour les jeux vidéo. C'est l'année aussi où Roller Coaster Tycoon est sorti. Encore à ce jour, un jeu de gestion phénoménal. D'ailleurs, je vous invite à essayer de trouver un jeu en ligne qui s'appelle Roller Coaster Tycoon Multiplayer. C'est un jeu où il y a quelqu'un qui a modé Roller Coaster Tycoon pour jouer en multijoueur. Et la seule chose que ça fait, c'est que t'es comme plusieurs souris à contrôler le jeu. Fait que il n'y a aucune mécanique à part qu'on est plusieurs dans la même partie. Fait qu'on partage l'argent, on partage tout. Fait que c'est quand même assez drôle. Sinon, Tony Hawk Pro Skater. Ça, j'ai passé des heures là-dedans. Je n'ai jamais fait de skate. J'ai déjà essayé. J'étais pourri. Mais faire des sauts impossibles comme jamais, faire des 8000 tours sur soi-même, c'est grind qui durait 20 minutes. Finir sur un balance qui dure 8 heures environ. C'était complètement épique. Là, je sens qu'on pourrait s'emporter et parler longtemps. Pokémon Snap, un jeu de photos qui était assez phénoménal, merci. Age of Empire 2. Quoi dire sur Age of Empire? J'avais joué un petit peu à Age of Empire et j'ai joué en esti à Age of Empire 2. Et l'autre jeu juste après, Worms Armageddon. Oh oui, c'est la fête des vers de terre qui s'attaque. Je vous dis, dans mon sous-sol, la fin de semaine, c'était toute la rue, tous les amis de la rue étaient là pour jouer à Worms Armageddon. On avait toute notre équipe, on jouait. Il y en avait qui jouaient au 64, à Super Smash, pendant qu'on jouait à Worms Armageddon juste à côté. C'était la belle vie. On avait 12 ans et la seule chose qu'on avait à faire de notre été, c'était jouer à des jeux vidéo, se baigner et faire du bike. Oh oui, la belle époque. Grand Theft Auto 2, Unreal Tournament, Mario Golf, Mario Party, Soul Calibur, quoi dire de plus? Donkey Kong 64 avec le Nintendo 64 qui était vert, transparent. Oh oui. Avec le petit chose, fallait de chance dans Nintendo 64 pour les graphiques. L'expansion pack! Oh oui. C'est probablement en 99 qui est sorti l'expansion pack en plus. Ça, c'était assez cool. Ça te permettait de passer, je pense, ça rajoutait comme 16 bits à ton 64. Non, assez cool. Bref. Quelle console? Quelle époque pour vivre. Je suis subjugué. En fait, j'ai pratiquement oublié qu'on faisait un podcast sur les jeux de société. Oui. Mais revenons-en. C'est intéressant cette année-là. Non, 99, c'est une année terrible. Je pense qu'on va cascader justement le Spiel en 99, quand même gagné par un jeu qui est encore un classique à ce jour. Trilogie des masques, ça vous dit peut-être quelque chose. Kissling et Kramer, et c'est bien entendu Tikal. Probablement le jeu le plus emblématique de cette série. Encore à ce jour un jeu très pertinent. Les trois autres, c'est quoi? C'est Cusco, je crois? C'est quel? Mexica. Et c'est ça, il n'y en a pas trois, c'est une trilogie. Les deux autres, ouais. Puis on pourrait dire qu'il y a Torres qui est comme le jeu non officiel de la trilogie des masques, qui est d'ailleurs celui qui gagnera le Spiel l'année suivante. Ouais. Fac. On est rendu, mais là, je me rends compte qu'on est encore dans la bonne vieille nostalgie. C'est Steve qui va se lancer, puis on sera pas loin du Nintendo 64, là. Sincèrement, j'oublie toujours où est-ce que je commence ma vie dans le board game, mais j'associais les jeux de cartes à collectionner, pas vraiment comme des jeux de société, moi, à l'époque. Je voyais ça comme autre chose. Donc, j'ai commencé... Magic, j'ai jamais accroché vraiment à ça, parmi ça, mais ça, c'est quelque chose d'assez spécial, le jeu que je vais vous parler. C'est un jeu qui a commencé dans une BD manga, et il y avait un jeu, et qui est devenu un jeu de société. Je vais tout de suite vendre le punch. On parle ici de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Qui est, dans le fond, de l'auteur, c'est Yasuki Takahashi. C'est dans le fond, il est né en 61, il est décédé dernièrement, si je regarde mes notes, il est décédé justement en 2022 à 60 ans, il essayait de sauver quelqu'un d'une noyade, et évidemment, comme qu'on voit ça souvent. Oh non, c'est triste. Et il est mort noyé, c'est un classique de ça. Oh non. Ben oui. Donc, si on parle d'un petit peu de l'auteur Kazuki Takahashi,
il a écrit sa première BD à l'âge de 19 ans en gagnant un concours. En 90, il y a eu un succès. Là, je parle des succès. On parle au Japon, c'était Battle Ball, qui était une espèce de... Quelqu'un qui essayait de séduire une femme. Il n'y arrivait pas, donc il était dans une compétition de baseball où est-ce qu'il y avait des humanoïdes, des robots. Donc, c'était assez spécial. Dans le fond, il essayait de créer, dans le fond, une nouvelle série manga sur une espèce de BD où est-ce qu'on voulait être un petit peu... il trouvait que des choses de combat, c'est ça qu'il voulait faire, mais il trouvait que tout avait été fait. On s'entend, il n'y avait pas tout qui était fait. T'sais, dans ce temps-là, on parle de l'époque où est-ce qu'il y avait Dragon Ball qui était au sommet de la pyramide et que Pokémon faisait des ravages sur le marché mondial. On s'entend, tout n'était pas fait, là, c'était tout ça. One Piece était commencé quand même, mais c'est quoi, vrai qu'il y avait... J'ai aucune idée c'est quoi. Un truc obscur. C'est vrai ou... Non, c'est pas vrai. J'ai aucune idée c'est quoi. J'ai aucune idée c'est quoi. Ah, ok, parce que Naruto est commencé en 99. One Piece, c'est en fait le plus gros shonen de existant, là, tu sais. Fait que 99, c'était quand même une année assez faste pour le monde des mangas, là, puis dans Shonen Jump, là, qui est la grosse revue de manga. D'ailleurs, je pense que Bleach était probablement commencé. Parce que j'étais pas un gros fan de manga à la base. Moi, tu sais, les Dragon Ball, je les ai toutes lues, là, j'ai eu le trip, mais tu sais, vraiment plus tard dans ma jeunesse. Donc, c'est bon. C'est ça. Kazuki était un grand amateur de jeux, mais plus particulièrement des jeux vidéo. Il décide de créer un univers où n'importe qui pourrait devenir un héros ou un champion, au lieu de comme Dragon Ball, où est-ce qu'on est quelqu'un de fort puis qu'on se bat. Donc, le déclic sur l'originalité de sa série lui vient lorsqu'il pense au mot « game », tout simplement. Dans le fond, les opposants allaient s'affronter dans des jeux. Il allait créer à chaque épisode des jeux. Donc, le personnage principal est d'ailleurs un garçon timide et réservé, mais que sa personnalité se transforme lorsqu'il joue. Ici, je parle du légendaire Yugimoto, justement, qu'on va revoir dans les séries télé que je vais vous parler un petit peu plus tard. Dans le fond, lorsqu'il joue, il devient quelqu'un de très confiant en ses moyens et affamé par la recherche de victoire et de succès. Un petit peu comme Simon dans les jeux de société, hein? Donc, ainsi, il a créé le manga Yu-Gi-Oh! Tout simplement. Dans chaque chapitre, un nouveau jeu est présenté. On peut trouver des images de duels de yo-yo, des espèces de tables de hockey en bois. C'est assez funky. Mais dans un de ces chapitres, Yugi joue à un jeu inspiré de Magic the Gathering. Évidemment, Magic, on s'entend, a influencé plein de jeux. Le jeu qui va s'appeler Magic and Wizard. C'est très générique comme nom, disons-le. Là. Ce chapitre était censé n'être qu'une partie de l'histoire, mais ceci a changé pas mal la vie de l'auteur Kazuki Takahashi. L'histoire est devenue focalisée vraiment sur le duel de collectionneurs de cartes. Ensuite, il a été inondé de lettres, parce qu'on s'entend, on est dans les années 90, les courriels, ça n'existe pas. Là. Et dans le fond, le monde voulait savoir où est-ce qu'il pouvait se procurer ces fameuses cartes-là. Parce que ça n'existait pas, justement, donc il a dû créer ça. Il y a la particularité, justement, ensuite, on a la particularité qu'il y avait justement dans la série et ensuite dans la série télé qui a duré vraiment, je pense, elle dure encore dans le fond, c'est que les monstres qu'on utilise, là, c'est un jeu de cartes là, vraiment à la Magic the Gathering. Là, vous avez des monstres, vous avez des cartes magiques qui vont booster, détruire des choses, des traps qui vont s'activer à certains moments. Là, c'est assez classique. Mais dans la série et dans le manga, c'est que vous jouez sur une machine et les cartes devenaient vivantes. Donc, si vous envoyez... C'est ça, vous envoyez votre Dark Magician, le magicien noir apparaissait. Seto Kaiba, l'éternel opposant de Yugimoto, envoyait son Blue Eyes White Dragon. C'était immense, c'était épique, justement. Aussi, qu'est-ce qui était particulier, je vais le dire le mot particulier, c'est que c'était Konami, qui était l'éditeur du jeu, qui était connu surtout pour être un éditeur de jeux vidéo. Donc, c'était assez particulier. Ensuite, il y a eu même des jeux vidéo sur
le jeu, bien évidemment, qui sont toujours actifs, que ça a été repris en application. Les cartes sont toujours en vente. Il y a eu des variantes à pu finir. Je suis complètement plus à jour, mais j'ai toujours mon deck que j'avais. Oh. Ça, j'ai Mais toujours d'ailleurs, mon... c'est le troisième jeu de cartes à collectionner le plus populaire encore à ce jour. Là. Ouais, c'est ça. Après Magic et Pokémon. Là. Ouais, c'est ça, bien évidemment. Là, plus de 23 milliards de dollars, mais ça, c'est avec les dérivés. On parle de jeux vidéo, des films, des figurines. Toutous. Ah ouais, des figurines, il y en a eu une quantité assez extraordinaire. Il y avait comme une grosse communauté avec ça quand j'étais jeune. J'avais peut-être 15 ans quand je me suis plus impliqué là-dedans. Puis il y avait des forums où est-ce qu'on s'échangeait des cartes. Je me rappelle que j'échangeais des cartes avec du monde de l'Europe. Ça coûtait rien. Oh. Tu mettais un thème, t'envoyais ça. T'espérais que l'autre personne t'envoyait ça. Des fois, t'envoyais de l'argent. J'envoyais un 20$. Un 20$ contre une carte. Je me rappelle, je recevais des cartes japonaises parce qu'on savait c'était quoi l'effet, mais que la carte était pas trouvable dans les paquets en anglais, justement ici. Je me rappelle même une fois, je négociais avec quelqu'un, ça aboutissait pas, je ne sais pas pourquoi. Puis, fouille-moi pourquoi, dans ma malle, j'ai retrouvé ces cartes, mais je n'avais plus aucune idée qui m'avait envoyé ces cartes-là. Donc, désolé, cette personne-là, je t'ai volé des cartes au bout de la ligne. Oh. Excellent. Ouais. Voilà. Je me permets un petit ajout par rapport à ça parce que j'ai regardé par curiosité, puis la même année, 99, il y a plein d'autres CCG qui sont sortis, ce qui n'est pas surprenant considérant que Magic... Pardon? On était dans la trend là, de Magic. Ouais, c'est ça, exactement. Magic de Richard Garfield, je l'ai mentionné, c'est bon, on l'a fait. Ouais, puis, à chaque épisode, il faut le name drop. Ouais, c'est ça, on l'a fait, c'est bon. En 99, il y a Lara Croft, CCG, il y a Young Jedi, vous voyez l'univers, CCG, The Wheel of Time, CCG, Donkey Kong, CCG, puis il y a même Austin Powers, CCG. Austin Powers, wow. Ouais. Je sais pas comment ça se joue, mais j'ai vu les cartes. J'avoue que tu m'as rendu curieux à Lara Croft CCG. Je suis en train de regarder ça et c'est vraiment les graphiques du premier jeu. Les vrais graphiques. Du premier jeu de Tomb Raider. Là. Donc, comme vous pouvez imaginer, la Lara Croft bien carrée. Là. Pour reprendre pour reprendre quelque chose, je me rappelle, là, je jouais constamment avec mes cousins à ce jeu-là. Là. Puis dans la télésérie, ça vient qu'une espèce de bras que tu vas mettre tes cartes dessus puis il faut apparaître des monstres. On s'était acheté des affaires pour mettre... On jouait debout. À Yu-Gi-Oh! Là, on avait vraiment notre machine. Puis, sincèrement, c'est une affaire que je réalise en parlant. C'est pas mal le jeu qui m'a appris un peu comment fonctionne le deck building au bout de la ligne. Parce que au début, je me rappelle, ce jeu-là a comme une limite, il faut avoir minimum 40 cartes. Et je mettais toutes les meilleures cartes dans mon paquet. Donc, on finissait avec un deck de 80 cartes. Non, illégal. T'avais la quantité que tu voulais dans ce jeu-là. Mais j'ai appris que plus tu as de cartes, plus tu dilues ton deck. Donc, ta stratégie que tu veux faire, tu ne la concentres pas, justement. Ça contrôle moins ta stratégie. Vraiment beaucoup moins. Parce que tu avais des limites de cartes. Une carte était à un maximum de 3 exemplaires dans un paquet de cartes. Donc, sur 80 cartes, si elle est là 3 fois, t'as pas beaucoup de chance de la piger. Là. C'est exactement. Fait que, tu sais, mon fameux deck que j'ai dernièrement, il est concentré qu'à mettre qu'un seul monstre, 2 monstres sur le plateau, je me rappelle encore, qui t'empêchent de jouer des cartes Magic puis des traps. Et si tout allait bien avec ma stratégie, dans 2 tours, mes 2 monstres étaient déjà sur le plateau. Mais c'est un jeu assez expéditif avec des gros chiffres aussi, si je me souviens bien. Là, oui, tu sais, il y a des monstres. C'est ça, il y a des monstres. T'sais, au début, c'était des cartes qui avaient 1200 d'attaque, des choses comme ça. Et à la fin, un monstre que tu pouvais mettre sur le plateau pouvait avoir 2300 d'attaque. Il y avait des monstres qui pouvaient se rendre à 4000 d'attaque, des choses comme ça. Puis, il fallait détruire les points de vie de l'adversaire qui étaient 8000, qui est un peu comme dans Hearthstone qu'on peut voir. Là, on peut attaquer à un moment donné directement l'autre joueur. Un jeu phénoménal pour moi dans ma vie. Très cool, merci. Je veux quand même souligner quelque chose par rapport à ça parce que je trouve qu'il y a un phénomène intéressant dans cette histoire-là. C'est que souvent on va voir, tu sais, par exemple, on peut parler de Pokémon ou qu'importe, on va voir des jeux qui sont un dérivé, une réadaptation de concepts de la série, du film, alors que là, c'est le jeu qui joue. Oui, c'est vraiment méta, là. C'est un jeu dans une série, puis ils ont
ramenaient ça. Parce que tu sais, on a vu un petit peu dernièrement qu'il y avait un jeu dans le jeu d'Assassin's Creed, puis on créait le jeu physique. Mais tu sais, Yu-Gi-Oh! Là, ça date de 99. Comme dans The Witcher, ils ont fait ça aussi. Ouais. Oui. Mais c'est plus que la série tourne autour de ça. T'sais, Assassin's Creed, tu peux jouer, ou The Witcher, tu peux jouer. C'est ça. Là, c'est comme. Puis c'est pas genre, ils ont fait les cartes, puis ensuite une série pour pousser les cartes. Non. C'est ça, il y a un phénomène vraiment particulier. Et j'arrive pas à avoir d'exemple, mais je pense que c'est assez singulier là, comme truc. C'est pas quelque chose qu'on a vu beaucoup voir. J'avais jasé avec Pierre, il m'avait parlé de quelque chose qui datait de 1890, là, tu sais, quand Pierre avait environ 20 ans, là, fait que je l'ai pas retenu, là. Non, c'est vrai que c'est comme le truc inversé, pratiquement. Ouais. Mais surtout que c'était une série qui avait plusieurs jeux dedans, tu sais. Oui, au début. C'est quand même drôle, ça. Là, finalement, ça se transformait que c'était vraiment le jeu de cartes. Mes frères, ils ont joué tellement à Yu-Gi-Oh! Je trouvais ça niaiseux. Bon... Parfait. D'ailleurs, il y a une série télé japonaise qui est sortie il y a quelques années, peut-être 5 ans maintenant, qui tourne autour de jeux de société modernes. Oui, ça c'est très cool cette série. Ouais. Ben oui, c'est le club des jeux de société, je pense. Ouais, c'est ça, quelque chose comme ça, je me rappelle plus du titre. On va vous retrouver ça. C'est Ukago Saikaro Club, After School Dice Club, et on va y voir des jeux comme Carcassonne, Catan, des vrais jeux en fait là, des jeux qui sont connus, qu'on peut voir, qu'on peut jouer et acheter, donc c'est quand même intéressant de voir ça. Je me demande si c'est du placement de produits ou comment, mais en tout cas bref, c'est rigolo comme truc. Il y a des mangas et des animés sur pas mal tout ce que vous pouvez imaginer. Et même plus que ce que vous pouvez imaginer, mais je pense que là, on va garder ça pour un épisode différent. Ah, bon. J'ai vu la main de Steve lever, je pensais que tu voulais dire quelque chose, donc je me suis retenu. Je touchais mon micro pour m'éteindre parce que j'allais parler. Ben sinon, on va continuer avec ton prochain titre. Il touchait son micro. Il touchait son micro, oui. Donc, Sylvain, t'avais un jeu de Reiner Kennedy à nous parler? Le docteur! Oui, le docteur, dont je ne parlerai pas beaucoup en soi, le docteur, parce que la semaine prochaine, dans le futur, vous allez en entendre parler aussi. Ouais, il sort genre 24 jeux en l'an 2000, là, ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, je m'attarderai pas trop sur le docteur en soi, donc je vais m'attarder plus sur le jeu Lost Cities. Donc, Lost Cities, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de cartes avec un petit plateau. Limite, il pourrait ne pas y avoir de plateau dans ce jeu-là, puis ça serait pas un problème, mais ça vient avec un plateau. Et c'est un jeu à 2 joueurs. Le thème, c'est qu'on est des explorateurs et exploratrices qui allons dans différentes contrées éloignées du monde pour y rapporter quoi exactement, c'est pas très clair, mais on peut s'entendre peut-être c'est ça, de la réputation, des richesses, tout ce que tu peux t'imaginer d'un voyage dans les hautes montagnes himalayennes ou dans les tréfonds marins ou dans le fin fond de l'Amazonie ou dans l'Égypte. Voilà. Donc on a 5 expéditions différentes possibles et l'objectif est de faire les expéditions les plus rentables en opposition avec son adversaire qui essaie aussi de faire les expéditions les plus rentables. Le paquet de cartes est composé tout simplement de 5 couleurs, chacune des 5 expéditions, chaque couleur ayant les chiffres numérotés de 2 jusqu'à 10. Et dans chacune des couleurs, il y a 3 cartes poignées de main. C'est vraiment représenté par une poignée de main. Et le principe est assez simple. C'est tu joues une carte, puis tu prends une carte du paquet. Donc tu as 8 cartes en main, tu en joues une, tu prends une carte du paquet. Là où tu joues la carte, tu dois la jouer sur l'expédition correspondante. Si tu veux te lancer dans cette expédition, il faut toujours que le chiffre aille de façon croissante. Donc si j'ai mis un 5, je peux jouer n'importe quel chiffre au-dessus de 5 de la même couleur, par-dessus de la même expédition. Je ne peux plus jouer les cartes de valeur inférieure. L'autre option, c'est de prendre ma carte et de m'en débarrasser au milieu, entre les 2 joueurs, sur la couleur de l'expédition correspondante. Ensuite, je prends une carte, la première du dessus du paquet ou la première au centre, et voilà, c'est tout. On place une carte et on prend une carte. Le jeu se termine quand il n'y a plus de cartes, et là on compte les points. Puis c'est là que ça devient intéressant. Reiner embarque, là. Il est tordu, le docteur.
Parce que pour chaque expédition, on va compter séparément le nombre de points que chaque expédition rapporte de fame, dira Simon, de richesse, dira un autre, de connaissances, peu importe. Et dans le fond, on fait le total des valeurs des cartes qu'on a posées, auxquelles on va soustraire 20 pour représenter nos frais d'expédition. Donc c'est tout à fait possible de faire une expédition qui donne des points négatifs. Et donc le sel du jeu est un peu de est-ce que je commence cette expédition-là avec une petite carte dans l'espoir d'avoir assez pour pouvoir dépasser le 20 et puis faire plein de points, ou bien je mets juste aucune carte, puis cette expédition-là, à ce moment-là, il n'y aura pas de moins 20, je suis jamais parti, donc c'est 0. Et donc il y a toute cette tension-là qui est dans ma réflexion à moi, mais aussi il faut que je surveille ce que mon adversaire fait, parce que si je vois qu'il commence à poser certaines cartes, je peux me dire peut-être qu'il y a les grosses cartes, les 8, 9, 10 de cette expédition-là. Donc vraiment, c'est tout simple, mais il y a le système de points en fait un jeu avec une tension vraiment intéressante. Et je parlais des points de main tantôt, puis là c'est là que ça twist encore plus. C'est que les poignées de main peuvent uniquement être joués avant de commencer une expédition. C'est des contrats qu'on signe avec des gens qui financent nos expéditions. Donc, on ne peut pas signer un contrat lorsqu'on est rendu à l'autre bout du monde en train d'explorer les fonds marins. C'est un peu compliqué. On est à une époque pré-Internet dans l'univers du jeu. Là. On est genre en 1800 quelque chose ou début 1900. Et donc, les poignées de main vont avoir un effet multiplicateur. Mais c'est un effet multiplicateur sur ton score, qu'il soit positif ou négatif. Donc, si tu fais une expédition déficitaire, tu vas être multiplié. Tu vas multiplier ton score déficitaire. Voilà. Quoi? Violent. Violent, exactement. C'est ça. C'est exactement ça. Puis ce jeu-là, il est en 1999, si on prend le classement BGG d'à ce jour, il est le numéro 1. Il est 329e sur BGG. Bon, je sais qu'on parle beaucoup du top 100 ou du top 10, mais 329 sur BGG, c'est quand même... Très bon. Très bon. Pour un petit jeu, là. Un petit jeu de cartes. Là, c'est ça. En plus. Un petit jeu de cartes 2 joueurs, une petite boîte. Ce jeu à 2 reste encore tellement bon. Maintenant, tu sais, 23 ans plus tard, il n'y a pas... Selon moi, il n'a pas vieilli d'une miette. La tension est là. Il n'a pas été remplacé. Même la version, 4 joueurs, je suis pas convaincu là, que c'est si intéressant. Je suis d'accord avec toi, Simon. C'est un jeu que je présentais souvent à la récré à des personnes qui étaient 2, qui jouaient très peu à des jeux de société, qui voulaient que je leur fasse découvrir quelque chose. Ça, c'était un de mes go-to, on dira. Parce que ça marche, c'est simple, c'est facile à apprendre. Puis, ça joue quand même assez vite, donc... Ouais. Ça a une bonne dynamique. Puis le jeu va être tellement populaire à la sortie, l'année où il est sorti, que le docteur va proposer 4 variantes. Une variante pour 4, pardon, j'ai inversé. Une variante pour 4 joueurs la même année. Parce que les gens vont dire, ben là, à 2, c'est cool, mais on veut jouer à plus. Donc, le jeu, il vient de sortir, puis il va proposer de façon sur Internet. Là, c'est genre, tiens, voici une variante pour le jeu. Puis, il va y avoir une version plateau du jeu qui va être thématisée univers un peu celtique sous le titre Keltis. Puis, ce jeu-là va gagner le Spiel en 2008. Il n'y a pas trop de spoil parce qu'on fait 2008 dans un autre épisode. Zut! En Amérique du Nord, il s'appellera pas Keltis. Spoiler. Gardez ça pour vous. Bref. Ouais. Puis peut-être un truc que Sylvain, tu dis, c'est un jeu qui est accessible, qui est simple. Ouais. Oui, mais c'est aussi un jeu qui a une profondeur et un degré de stratégie, dans le sens qu'un joueur expérimenté va assurément gagner contre un joueur non expérimenté. Là. Ouais, il va doser ses expéditions, il va bien calculer ses trucs pour réussir à placer ses cartes avant que la partie se termine, de pas se faire la partie est finie, j'ai pas placé mes grosses cartes. Effectivement, ouais, il y a beaucoup de pièges dans le jeu qui ne sont pas si dramatique, tu sais, c'est pas genre j'ai joué à ça, c'est horrible, j'ai rien compris, mais les pièges sont assez intéressants pour te donner envie d'y réessayer puis de t'améliorer, c'est clair. Ouais, moi j'ai un ami à ce jeu, un ami avec qui je joue beaucoup, qui est pas si bon dans les jeux, mais il aime beaucoup les jeux, mais souvent il perd, tu sais. Sauf que je l'ai jamais battu à Lost City et il me terrasse chaque fois en fait, donc c'est ça, je voulais quand même le mentionner. S'appelle-tu Jean-François? Non, c'est pas lui. Je connais pas.
Ouais. En 2016, hein, il va y être ajouté une 6e expédition, Simon. Je sais pas si tu as joué avec ton ami avec ça. Peut-être que ça change. Hein? Ah non, j'ai pas joué avec cette version-là, en fait. Ouais. Ou l'as-tu essayé la même année et est sorti en VR? Oh. Oui. Ils ont fait Lost Cities en VR. Pourquoi? Parce que c'est le docteur. L'immersion. C'est ça. C'est ça. Le thème Mais tellement au final, présent. t'as une table en VR, puis c'est ça. Bref, j'ai pas essayé en VR, mais tu sais, j'ai vu des vidéos, puis j'ai fait comme OK. Nice. Mais bref, voilà. Donc Lost Cities, un jeu marquant de 99, mais un jeu qui est encore tout à fait au goût du jour, à mon humble avis. Allez, Steve, pars-nous sur un autre chef-d'œuvre qui, selon moi, est l'un des meilleurs jeux de 1999. Je suis tellement étonné que t'aimes ça, ce jeu-là. Pourtant, c'est tellement pas dans ton style, voyons. Donc, c'est un jeu qui reprend des quartiers de New York où est-ce qu'il y aura une grande immigration, justement, des Asiatiques, un petit peu plus, justement, en Amérique du Nord. Je parle du jeu Chinatown. Un jeu que je considère que il pourrait pas avoir de fun dans ce jeu-là si c'était des joueurs. Parce que Chinatown, vous allez recevoir des cartes qui vont être des lots sur une map de Chinatown, bien évidemment. Et vous allez tenter de construire des petits magasins, une buanderie, un magasin de fleurs, un poissonnier. Un dim sum! Et oui. Donc, vous allez faire ça, mais vous allez tenter de rejoindre vos jetons justement, le plus ensemble pour faire des lots. Et ces lots-là, à chaque fin de ronde, vont vous générer de l'argent. Puis si vous avez complété justement un magasin complet, c'est là qui vous rapporte plus. Mais vous allez avoir des voisins. Mais tu sais, le jeu pourrait être, je pige les cartes, choisis, puis c'est tout. Mais tout est dans la négociation de Chinatown, bien évidemment. Parce que si vous avez le bon groupe, parce que on voit clairement ce que chaque chose va vous rapporter. T'sais, si je donne à Simon le quatrième emplacement pour faire sa buanderie, je le sais, je ne me rappelle plus du chiffre, ça va lui rapporter 120 000 $, à chaque ronde. Donc, si je lui vends le petit lot qui rajoute, si je lui dis, ce lot-là, je te le vends pour 200 000, il va te faire 120 000. Ah ben c'est ça. Ouais, mais si je te mets 120 000, mais que je te donne le E6, le 6 en fait. Tu sais, tout se négocie dans ce jeu-là, justement. Vous pouvez donner de l'argent directement, donner des lots, vous échangez des lots, vous échangez des tuiles, parce que il manque justement la tuile de buanderie à Simon. Donc, tout le fun du jeu va être autour justement de la négociation. L'auteur, qui est Cranston Hardwick, a rien créé qui a pas assez proche d'atteindre son Chinatown, qui est quand même un jeu purement de négociation. Là, si on enlève la négociation, il n'y a pas de jeu. C'est tout. Puis c'est 352e sur BGG présentement. C'est un jeu qui va avoir inspiré des choses. Là, c'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué. Facilement dans le top 20 des jeux auxquels j'ai le plus joué. Comme tu l'as bien dit, il y a deux choses, il y a deux valeurs dans le jeu. Il y a les emplacements et les types de bâtiments. Et il y a l'argent que tu reçois. La beauté de la chose, c'est que l'argent, tu fais juste la recevoir. La seule raison pourquoi tu la dépenses, c'est pour l'échanger à quelqu'un d'autre. Et de la négociation de haut niveau, parce que un peu de spéculation, beaucoup de valeurs tranchées et arrêtées. Oui. Je vous dis, des fois, on amenait comme quelqu'un qui jouait moi à des jeux, à jouer une partie de Chinatown avec notre groupe de Chinatown, et la personne était comme « Wow, qu'est-ce qui se passe? » Il se faisait enfirouapper de tous les côtés. Puis là, c'est comme « Non, tu as tradé ça, arrête! » Là, t'échanges plus à personne sans venir me parler avant, OK? T'échanges pas avant de me faire valider ton échange parce que tu vas te faire avoir. Puis c'est ça, la folie de Chinatown, c'est que quand les gens sont expérimentés, tu peux pas vraiment l'avoir. Tu peux juste... En fait, la règle sous-jacente de Chinatown, c'est que le joueur qui aura le plus fait d'échanges est probablement celui qui va gagner. Parce que c'est presque toujours des échanges à coût nul, parce que tu donnes à peu près la même chose que tu reçois. Oui, des fois tu vas être capable de sneaker un petit peu, surtout en début de partie, parce qu'il y a un peu plus de spéculation, mais plus la partie avance, plus les échanges sont complètement fixes. Fait que la seule façon de t'enrichir, c'est de faire beaucoup d'échanges. Et donc c'est un jeu qui est très 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 actif sur les échanges. Magnifique, un chef-d'œuvre des jeux de négociation. Il y en a très peu qui s'approchent de celui-là en fait.
Puis tu sais, on peut être chanceux au jeu en réclamant des cartes qui fit avec tes lots. Mais il y a quoi? Il y a genre 66 emplacements, donc être chanceux toute la partie, c'est impossible. Là. Ça va être les fins renards qui vont se démarquer. C'est ça, c'est un jeu qui se joue de 3 à 5. Je l'ai joué à tous les nombres. Mais plus t'es un grand nombre de joueurs, moins tu vas piger de tuiles durant la partie et donc moins le hasard va être important. À 3 joueurs, ça se pourrait qu'un joueur soit vraiment chanceux là, puis comme pige plein de belles tuiles. À 5, là, t'as beau être chanceux, t'auras jamais assez de tuiles pour faire des grosses réalisations. Et oui, à 5 joueurs, c'est le maximum. Quoi qu'à 3, avec des bons joueurs, c'est tout aussi le fun. Là. On l'a joué beaucoup à tout le nombre des joueurs possibles, là, mais à 5, ça reste quand même quelque chose de très intéressant. Mais ça reste un jeu très dépendant du groupe, bien évidemment. Je l'ai joué, moi, je pense que c'était à 4 joueurs dans une soirée où est-ce qu'on le présentait, justement. Puis c'était des inconnus, mais ça a quand même bien marché. Mais je vois très bien ça dans une convention ou justement dans une soirée avec des amis, là, avec de la bière ou des choses comme ça, puis ça va être mémorable. Oui, il y a pas... Les parties de Chinatown sont tous assez similaires, mais sont toutes mémorables. Ouais. Excellent. Sylvain, on va passer à toi. Oui, je vais parler d'un jeu de cartes. Apples to Apples. J'ai jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'est ça? Non, ça dit rien? Non, je connais pas ça. Ok, c'est correct. Pas de problème. Prochain, ça doit pas être si populaire que ça. Là. Je vais vous expliquer ce que c'est. Le jeu a été créé par deux monsieur, un certain Matthew Kirby puis un certain Mark-Alan Osterhaus. Après vérification, ils n'ont pas fait grand-chose. À part les 75 extensions de... Ouais, c'est ça, extensions et variations de Apples to Apples. Leur ludographie n'est pas très pas très développée, mais par contre, je tiens à souligner que le jeu est illustré par un certain John Kovalic. Est-ce que ça vous dit quelque chose, messieurs? John Kovalic. Non. C'est un gars qui fait une BD qui s'appelle The Dork Tower. Mais aussi, c'est l'illustrateur de Munchkin. Ah. C'est l'illustrateur de la nouvelle boîte de Cash and Gun. C'est aussi l'illustrateur du jeu chez Geeks. Ouais, mais là, j'allais dire, c'est-tu l'illustrateur de chez Geeks aussi? Fait que... C'est ça, exactement. C'est un illustrateur quand même qui a un style de dessin qu'on reconnaît. Ouais, c'est vrai, très tout de suite. Très particulier. Des gros nez, très BD, là. Des gros nez, ouais. Effectivement, ben c'est un gars qui fait de la BD sous format un peu, tu sais, comme les strips, là, les trucs dans les... Là, ça remonte, là, mais dans les journaux, tu sais, les Calvin et Hobbes, puis... Ouais, c'est ça. Là, il en fait encore, hein, 14 novembre 2022, il vient d'en publier. Oui, ça tourne depuis super longtemps, là, la Dork Tower, puis c'est une petite BD geek, là. Mais c'est ça. John Kovalic, en fait, c'est le cofondateur aussi, en plus d'être illustrateur, de Out of the Box Games, qui est l'éditeur du jeu Apples to Apples. Donc c'est pratique quand t'es fondateur puis que t'es illustrateur, ça coûte moins cher les illustrations. Ouais. Et il fait partie du fameux, ou pas, ça dépend de à quel point vous vous intéressez au milieu du jeu, mais du Origins Hall of Fame. On y trouve Guy Gax, Tom Shaw, Arneson, Steve Jackson, Richard Garfield, on le nomme une deuxième fois, Catala, le Docteur Teuber, à peu près tous des noms que vous avez entendus à Balado Ludique si vous suivez. Donc c'est rare, à mon sens, qu'un illustrateur soit connu et reconnu dans le milieu du jeu de société. C'est rare que des gens disent « Ah oui, cet illustrateur-là, je l'aime, c'est pour ça que j'ai été attiré vers ce jeu-là. » On va peut-être faire dire « Ah, il me semble que ça ressemble à tel jeu. » Donc en plus, qu'il y ait une reconnaissance dans le Origins Hall of Fame, hein, qui est dans le fond un panthéon de gens marquants dans le milieu du jeu, c'est à souligner, à mon sens. Disons que les artistes, on dirait qu'ils sont un petit peu plus reconnus dans les dernières années. Je pense que dans ces années-là, c'était moins fréquent de faire comme « Ah oui, cet artiste-là, je l'aime beaucoup. » Effectivement, je suis d'accord avec toi que c'est peut-être quelque chose qu'on voit un peu plus aujourd'hui, mais ça reste quand même que si tu regardes des fils de discussion style jeu de société Québec, c'est rare qu'on va voir une mention d'un illustrateur ou d'une illustratrice. C'est pas un sujet de discussion dans le milieu du jeu, alors que c'est
tellement important, les illustrations. Ça, dans le sens où ça te donne une vibe à un jeu, ça te donne envie de l'essayer, ça te parle, c'est évocateur. Donc, je profite d'Apples to Apples pour dévier, pour parler un peu d'illustration et d'illustrateur. D'ailleurs, si je reviens à Apples to Apples, le jeu est très simple, je ne vous l'ai pas expliqué, mais en gros, il y a 2 types de cartes dans le jeu. Il y a des cartes... Pardon? Verte et rouge. Non, verte et rouge, c'est ça. Ouais. Il y a des cartes comme critères, si on veut, des caractéristiques, des qualificatifs, voilà, et des cartes non. Donc, en gros, on lit à voix haute une carte et tout le monde doit fournir la carte de sa main qui se rapproche le plus de ce qui a été lu, et un joueur arbitrairement va décider quelle carte il trouve est la meilleure. J'ai jamais entendu parler de cette mécanique-là. Non, ça vous fait pas penser à quelque chose? Non. Non, ok. Ça a inspiré notamment un certain jeu, les cartes contre l'humanité. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais c'est exactement la même mécanique. La version de ces Cards Against Humanity et Apples to Apples version adulte. Là. C'est ça, exactement, mais c'est exactement le même principe. Donc c'est un principe qui est tout simple, tout bête, et donc à l'époque, Apples to Apples avait gagné le prix Mensa Select. On a déjà parlé de ça. Oui, on en a parlé la semaine prochaine. Ah oui, ok, c'est bon. La Mensa Select, qui est la Mensa, qui est un regroupement de gens avec un QI plus haut que la moyenne, voilà. Mais c'est drôle que ce soit un petit jeu d'association de mots qui reçoivent le prix cette année-là. Et bref, donc voilà. Donc j'ai utilisé un peu Apples to Apples pour parler d'illustrateurs, parce que je crois que ce sont des gens qu'il ne faut pas oublier dans l'univers du jeu. Sylvain, allez, enchaîne avec... J'enchaîne? Le jeu mythique. Le jeu mythique. De balado. J'hésitais à en parler. Je me disais... Non, mais c'est parce que est-ce que je peux vraiment parler de ce jeu-là tellement qu'il a une aura forte? Je vais clairement être bien en dessous de tout ce qui mériterait d'être dit sur ce jeu. Mais je vais quand même y aller. Je parle évidemment. Moi le nommer, sinon on va se faire tirer des roches. Ouais. Je vais parler du meilleur jeu au monde. Ricochet Robot. Ricochet Robot, Alex Randolph. 5 5 moves. 4. Je viens de le voir en 27. D'accord, je l'ai vu en 27, mais c'est correct, je suis prêt à accepter le 5. Je me souviens plus comment. Ça veut dire que c'est moi qu'il faut qu'il monte mon 27, vu que personne ne se souvient, c'est ça? Donc, Ricochet Robot, comment vous l'expliquer? C'est un casse-tête collectif qui se joue de 1 jusqu'à infinité de joueurs tant que vous pouvez mettre du monde autour de la table. Vous pouvez même le mettre sur un projecteur. Il n'y a même pas besoin de toucher au matériel pour jouer à ce jeu-là. Le principe est assez simple. On a un plateau de jeu composé de 4 tuiles, 4 grosses tuiles. Chaque tuile est subdivisée en cases. Il y a sur ces cases-là, à certains endroits, des murs et aléatoirement placés des robots qui sont des pions. Et l'idée, c'est de, à chaque tour, déplacer un robot d'une couleur spécifique sur une case spécifique en le moins de déplacement possible. Un déplacement étant, le robot fait une ligne droite jusqu'à ce qu'il frappe un mur ou un autre robot. Ça rappelle les puzzles dans Link ou dans Pokémon où t'es sur de la glace, là, dans Zelda, là, où t'es sur de la glace, puis là tu pars dans une direction, puis là tu vas jusqu'à un mur. Là, exact, c'est exactement ça. C'est un très bon exemple pour ceux et celles qui n'auraient jamais joué au meilleur jeu du monde. Honte à vous. C'est quoi leur problème? Vous écoutez le balado ludique puis vous avez jamais joué à Ricochet Robot. On la veut pas, votre écoute. Non, excusez. Je me suis emporté. Donc, Ricochet Robot, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Je vais quand même commencer parce que Simon en parle, par dire qu'il y a quand même eu le tournoi mondial de Ricochet Robot qui a été organisé par Balado Ludique. Ben oui, absolument. Je me suis fait éliminer en première ronde. Ah, shit. Ouais, dont votre humble serviteur qui s'est retrouvé en finale, et j'ai malheureusement perdu. J'ai dû m'incliner en finale. C'était arrangé. Mais on avait fait le vrai... L'antidopage avait sorti comment à la fin pour la championne?
Ah, c'est correct, elle était legit. Ouais, par contre, elle avait toute sa horde de supporters qui mettaient une pression supplémentaire. Moi, je suis pas sûr que ça c'était legit. Mais bon, c'est correct, je suis quand même bon joueur, j'accepte ma deuxième position. Considérant qu'il y a eu un vrai tournoi officiel de balado ludique dans les locaux non officiels de balado ludique à l'époque, et j'avais gagné ce tournoi. C'est vrai, je l'admets. Je participais pas, moi, par exemple. Hein. Je sais plus si tu y jouais, mais c'est sûr que tu étais là. Mais je me souviens plus qui participait. Je me souviens juste que je l'avais gagné. Puis que j'espérais que cette reconnaissance me soit. Ben, tu t'es rendu en finale, là. Ouais. J'attends toujours mon trophée, quelque chose. Là. La parade. Bref, revenons à des trucs sérieux parce que Ricochet Robot, blague à part, on niaise, là, mais c'est quand même un jeu particulier qui à mon sens est très très intéressant et il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu. Première chose, ça a été créé par Monsieur Alex Randolph, dont on a déjà parlé précédemment, celui qui a fait Code 777, What the Heck, Stupide Vautour, Incognito, aussi appelé Intrigue à Venise, ou Mae. Donc vous avez peut-être déjà joué à certains de ces jeux-là. Et de Mae, on n'a pas le droit de parler de ça au podcast. Ah, ok, j'ignorais, il fallait que tu me donnes le petit notice. Je l'ai dit un peu en retard, là, mais on peut pas parler d'enculage de tortues ici. Ah, oui, ok. Ok, excusez. C'est des tortues qui sont une par-dessus les autres. Bref. De toute façon, c'est pas le jeu dont je vous parle. Et donc, Ricochet Robot, il y a 4 éditions à ce jour. Il y a une édition originale avec les 4 robots, tu as une édition avec un robot noir, tu as une édition avec un robot argenté, et tu as un avec des plateaux supplémentaires et avec des murs de couleurs que certains robots peuvent traverser et pas d'autres. Oh. Et ceux qui ne peuvent pas traverser, ils rebondissent à 45... les murs diagonales. À 90. Ouais, ils sont placés à 45 et ils rebondissent à 90. Oui. Okay. Voilà. Donc, ça ajoute tout un nouveau dosage de calcul et de complexité pour les aficionados de jeu. D'un côté des plateaux, il y a ces murs-là, de l'autre côté, il ne les a pas. Donc, il y a plusieurs versions du jeu qui existent. Puis la dernière en date, celle de Z-Man Games, a 8 tuiles. Je rappelle qu'une partie est composée de 4 tuiles, donc on a 1500 combinaisons possibles de plateaux différents. Je ne sais pas à quoi ça sert, dans le sens où, étant donné que le jeu, même avec 4 plateaux, qui est toujours différent, parce que les robots se déplacent, on peut les placer n'importe où au début de la partie, ça ne change rien, ils n'ont pas de position de départ, mais ça reste quand même un jeu avec une mathématique vraiment particulière. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai trouvé sur BGG des geeks informatiques qui se sont mis à calculer avec le jeu de base seulement, donc pas de robot particulier, pas de mur à 45 degrés, blabla. Toutes les possibilités de résolution de tous les placements initiaux possibles. Et ça a pris 5 jours à la machine, ils ont calculé 10 trillions de possibilités. Et la combinaison la plus complexe se fait en 25 déplacements de robots. Wow, ça c'est beaucoup, juste pour vous dire, parce que la plupart des ordis, ils le font en 7, même des fois beaucoup moins, là, mais 7 c'est déjà beaucoup. Là. Wow. Ouais, c'est ça. Donc c'est possible de monter jusqu'à 25. Ah, c'est cool de savoir ça. C'est intéressant. Sinon, il existe de façon non officielle un espèce de recueil de 50 variantes, une cinquantaine, peut-être un petit peu plus, de variantes maison avec le robot argenté ou le robot noir, dépendamment de la version que vous avez. Donc, par exemple, ce robot-là se déplace uniquement en diagonale, ou il peut traverser le plateau comme un Pac-Man, ou lorsqu'il touche un robot puis qu'il se déplace ensuite, il se déplace avec ce robot-là, il le traîne, genre. Ce robot-là dispose d'un laser qui peut détruire des murs. Il y a vraiment... Wow. Étant donné que Ricochet Robot est d'une simplicité... C'est facile de le modifier. C'est facile de le modifier et d'amener des nouvelles façons de faire des puzzles encore plus mais nous, on jouait beaucoup complexes. Sur... on plaçait les 4 plateaux, mais pas en carré. Dans le fond, on les plaçait n'importe comment, même que des fois, ils étaient pas comme alignés. Les 4 étaient un sur la même ligne. Des fois, ils étaient en diagonale. Ça, on a joué beaucoup avec des configurations de plateaux un peu différentes, mais c'est vrai, comme tu dis, il est tellement facile à modifier, en fait. Ouais, c'est un... En fait, c'est sa simplicité et son unicité
qui en fait vraiment un jeu hors norme et élégant. Je le trouve très élégant en fait comme jeu. C'est un des jeux. Puis tu disais le meilleur jeu. Bon, je pense que c'est pas pour tout le monde. Non, mais c'est clair. Pour moi, c'est un incontournable. C'est un jeu. Je parlais tantôt de Chinatown. Ricochet Robot fait partie probablement du top 10 des jeux que j'ai le plus joué dans ma vie. Encore une fois, tu sais, quand c'est les rassemblements de famille ou d'amis, c'est pas rare qu'il y a un Ricochet Robot qui va sortir, puis il y a une partie qui va s'improviser. Les gens arrivent, gagnent 2-3 jetons, partent, d'autres restent, d'autres les remplacent. C'est un jeu très flexible dans sa forme aussi, mais tu sais, quand on pense que le jeu est un exercice pour le cerveau, Ricochet Robot, c'est un exercice pour le cerveau. Oui. Ouais, ton cerveau clairement apprend à penser en termes de Ricochet Robot, tu t'améliores dans le jeu, tu développes des manières de penser et tu sens tu sens ton cerveau qui surchauffe, mais tu sens aussi la gratification de trouver une bonne solution. Quelque chose où le jeu te permet de te sentir très, très intelligent en fait. Oui, le fameux moment que tu sais que je cale 13 puis il y a quelqu'un qui va dire 6. Oh non, c'est voyons impossible. Puis là, tu regardes, puis t'es comme non. Puis là, il fait. Puis là, il fait. Puis là, c'est comme voyons donc. Wow, bravo. Ouais. T'admires un peu les gens qui réussissent aussi. Il y a comme une espèce de franche camaraderie où c'est comme ouais, bravo, bien joué. Je suis fier de toi. Là, t'sais. Le seul petit truc que je dirais de négatif sur ce jeu, c'est lorsqu'il y a des joueurs d'expérience avec des joueurs de première partie. Il faut que les joueurs d'expérience apprennent et acceptent de laisser un peu plus de temps, d'être un peu plus clément, sinon ils peuvent dégoûter les joueurs et joueuses de première partie. Je l'ai déjà vu. Tu sais, genre tu commences à... T'es tout nouveau, tu débarques, tu commences à regarder des trucs, puis il y a quelqu'un qui annonce 7, t'as l'impression que ça fait 2 secondes, tu regardes le plateau. Ouais, t'as rien compris. Puis t'es comme genre, mais qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, puis je m'en vais. Mais c'est pour ça que c'est un jeu qui est pas pour tout le monde, pour la loi du plus fort, là. Ouais, je suis d'accord qu'il n'est pas pour tout le monde, mais je crois qu'il y a moyen de faire découvrir sa beauté et sa richesse à plusieurs si on est capable de juste quelques instants accompagner les personnes. Évidemment, il y en a qui resteront pas, mais on peut en faire découvrir à plein. Oui. Je vais rendre à Simon qu'est-ce qu'il doit. Je me rappelle des fameux midis où est-ce qu'il était sur Twitch pendant la pandémie, où est-ce qu'il jouait à Ricochet Robot 5JF et le chat, le fameux chat. Et justement, il nous donnait du temps. Puis il y en avait toujours un, même du chat, qui sortait justement un 6. Puis là, ben voyons donc. Puis là, les fameux moments où je découvrais que tu pouvais bouger un robot par rapport qui allait bloquer ton chemin, qui allait raccourcir le chemin. Ah oui, c'était magnifique. Oh, oui. Nous, on joue toujours. Ben, je dois vous avouer que nous, on n'est pas très clément avec les gens qui viennent jouer dans notre bande à ce jeu-là. On joue la loi de la jungle, mais on met tout le temps la règle, par contre, qui permet de si t'as moins de points qu'une autre personne, d'égaliser la mise. Fait que si j'ai dit 6, mais que j'ai ramassé 5 points, puis quelqu'un a 0 points puis dit 6, ben, il peut le faire. Fait que ça permet aux nouveaux joueurs de se dire, OK, ça se fait en 6, je vais essayer de le trouver en 6. Fait que je trouvais que c'était une petite variante qui est quand même le fun. Je suis d'accord avec toi, je joue avec ça aussi. Ouais, c'est qui est quand même intéressante et qui permet un petit peu de challenge aussi, là. Je suis tout à fait d'accord. Et pour ceux et celles qui n'ont jamais joué, qui ne voient pas de quoi on parle depuis tantôt, qui font peut-être une petite recherche Internet pour voir les images, il existe de nombreuses versions disponibles sur Internet pour l'essayer vous-même. Il y en a une parmi plusieurs que j'ai vu passer qui était bien recommandée, ça s'appelle Drifting Droids. Donc, si jamais vous êtes curieuse de l'essayer par vous-même avant d'acheter votre copie physique, voir si ça vous parle. Vous pouvez aller l'essayer sans souci. Ouais, même sur les téléphones, il y en a plein. Puis souvent, ça va être, mettons, un challenge à chaque jour. Fait que effectivement, c'est vrai, il y a ça aussi. Puis mais c'est aussi qu'on peut tomber sur des versions un peu pétées donc pour les premières parties. Ouais, des fois, ça peut être un peu plus complexe, effectivement. Ouais. Donc voilà, je suis content qu'on ait parlé de ça. Oui, le meilleur jeu du monde, effectivement. Un des classiques, et on salue tous les gamers de la première heure qui ont participé à des parties épiques de Ricochet Robot. C'est comme ça qu'on façonne un cerveau. C'est comme ça qu'on façonne un cerveau performant. Je pense qu'on est rendu déjà au dernier jeu officiel du jour. C'est moi qui enchaîne encore. Ben oui. Et un jeu on n'a pas parlé souvent de ce jeu. Je suis content qu'on en parle. Oui. Ben en fait, ce jeu-là,
a eu son succès, tout ça, mais il est plus très connu aujourd'hui. Il doit plus être beaucoup joué. Mais par contre, son enfant. Je sais pas, son enfant, ouais, c'est ça. Je cherchais le terme exact. Petit frère, enfant, descendant, ouais, c'est ça. Son héritier. Bref, le jeu s'appelle Vinci, Apogée et déclin des civilisations, d'un certain Philippe Kayart, je sais jamais comment le prononcer, donc je m'excuse Philippe si j'ai cassé le nom. C'est un auteur qui a fait d'autres jeux, un certain Evo, je sais pas si vous avez déjà joué à ça, sur des dinosaures qui doivent survivre puis s'adapter, puis à la fin de toute façon ça sert à rien parce que la comète va juste tuer tout le monde. Voilà. Olympos aussi, un jeu avec sur la Grèce antique. J'ai bien aimé Olympos d'ailleurs. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ça. Ça fait très longtemps. J'ai un de mes amis qui a joué dernièrement. Oui. Puis j'ai joué dernièrement, puis j'ai manqué cette partie-là. Je devais aller au LAL. Que voulez-vous? Ouais. Certaines priorités. Et donc, le jeu est sorti chez Descartes, un éditeur. Je sais pas si vous en avez parlé un peu dans les très peu. Je pense qu'on a parlé de cet éditeur. Parce que c'est un éditeur quand même très important en France. Oui, effectivement. Il y a énormément de jeux qui sont passés par là. Ben moi, j'ai notamment parlé de Dune, qui a été édité par Descartes. Mais il y a eu une période, j'ai l'impression, et là je m'avance un petit peu, Pierre pourra sûrement le confirmer parce qu'il était en France à ce moment-là, où à peu près tous les jeux non grande surface, là, des jeux d'amateurs, étaient édités en français par Descartes. Quand on regarde dans les années fin 80, début 90, j'ai l'impression qu'il n'y a que eux, genre. Mais bref, je vais revenir au jeu Vinci. Vinci, c'est un jeu de développement de civilisation. Mais pas un jeu de développement de civilisation avec plein de technologies, puis il faut que tu réfléchisses avec beaucoup de ramifications, puis de complexité. Non, Vinci, c'est un principe très simple. On a une carte de l'Europe, Méditerranée, et en gros, on pige deux caractéristiques qui vont former les choses marquantes de notre peuple. Et notre peuple ensuite va aller conquérir la carte, et à un certain moment, notre peuple va s'épuiser et il va passer en déclin. Et il va falloir qu'on choisisse un nouveau peuple avec lequel continuer. Là, ça vous fait peut-être penser à quelque chose? Un certain jeu Small World qui va sortir 10 ans plus tard, et en fait c'est du même auteur, et c'est vraiment il a repris Vinci puis il l'a transformé dans un univers plus médiéval fantastique, high fantasy assez typé, là. Générique, c'est ça. Ça m'écoeure moins un auteur qui s'autocopie, disons. T'sais, on dirait que j'entendais ça, je suis comme, yes, il me semble que c'est de la vraie copie. Mais un auteur qui se copie lui-même. Mais je pense que ça a été aussi un peu simplifié, mis au goût du jour, là, parce que Small World, c'est pas mal plus court, il me semble, comme jeu en général. Mais Vinci portait toutes les empreintes de Small World, qui a fait la particularité de Small World, en fait. Là. Oui, exactement. Puis Small World, c'est quelque chose, là. Si vous regardez sur BGG, vous cherchez Small World, il y a 23 entrées pour le jeu et ses variations et ses extensions. Il y a même Small World of Warcraft qui est sorti. Oui. Donc, reprenant l'univers de World of Warcraft et le mettant sur la mécanique de Small World. Un fit qui... J'ai pas joué au jeu, mais je trouve que c'est cohérent. On avait un univers médiéval fantastique déjà dans le précédent, donc mettre les peuples de World of Warcraft, puis c'est un jeu ça vient de Warcraft, c'est un jeu tactique de conquête de territoire, tout ça, donc je suis pas tant surpris. Et même il y avait, je pense, Small Water World aussi. Ils l'ont-tu fait, celle-là? Non, c'est On the World.
Ah, je pensais Waterworld avec Kevin Costner. Ah, ok. Ce film, non, en tout cas, excusez. Ouais, je vois de quoi tu parles, là, mais... non, je pense pas. D'accord. Mais bref, Vinci est sorti, c'est ça, en 99. Il a gagné l'As d'or en 2000. Et comme tu dis, Steve, c'est une autocopie. On va plutôt dire que c'est une remise à jour par l'auteur. Et ce n'est pas édité par Descartes qui n'existe plus, mais c'est édité par Days of Wonder. Une compagnie qui sort un jeu par année. Puis généralement, son jeu il est quand même assez... peut-être pas toutes les années, mais il est quand même assez solide, le jeu qui sort. Ouais, leur édition est sans reproche en général. Du beau matériel, beau visuel, bonne qualité, tout ça. Bref, donc voilà, Vinci. Sinon, on peut passer au rafale. Déjà? Ouais, c'est ça, il y a plein de trucs en rafale, c'est ça, je regardais la liste, puis là, je savais pas trop où me lancer, donc je vais te laisser Steve rebondir là-dessus, peut-être. Je vais y aller avec un jeu que Vincent, il va crier au meurtre si on n'en parle pas, c'est le jeu de boss. C'est ça, le jeu de boss de Splatoon Spillin. C'est comme dans les 2 premiers placements d'ouvriers, mais qu'est-ce que je trouve spécial quand même, c'est que c'est une mécanique qui n'a pas été reprise, c'est qu'on a 20 ouvriers, puis c'est ça que vous avez pour votre partie. Et que quand vous allez les utiliser, vous n'allez pas les reprendre. Donc vraiment une mécanique spéciale, c'est un jeu où est-ce que vous allez tenter d'amener certaines personnes qui vont vouloir... en fait, la population va vouloir rentrer à la maison, aller au travail ou retourner au pub. Mais il y a une mécanique de machine à voyager dans le temps. En tout cas, on va rester dans le même moment que comme des pierres du temps. Première édition, c'était... on dirait que le design graphique a été fait par un enfant. Là. C'était incroyable. Mais le jeu, encore aujourd'hui, est complètement d'actualité parce qu'il est d'une efficacité incroyable, justement. Où est-ce que, justement, les prises de décision, il y a des emplacements. Si vous êtes le premier à le faire, vous allez avoir une action plus forte, mais vous allez être le dernier à la faire. Donc, peut-être que les joueurs avant vous vont scraper vos plans. C'est vraiment très particulier et très excellent. Sinon, je peux parler vite d'un autre jeu d'enchères, Ra, justement, encore du Docteur, qui va être réédité justement prochainement. Un jeu d'enchères que j'ai joué cette année, justement au Jab pour la première fois, et que je me suis fait dévisser comme jamais. T'sais, on parlait du monde qui avait une vingtaine, trentaine de points, et que j'avais fini avec 6 minables points. C'était un jeu justement d'enchères très efficace, où est-ce que vous allez avoir... C'est des jetons que vous allez avoir, c'est qu'est-ce que vous allez pouvoir miser. Puis lorsque vous misez, vous gagnez les tuiles qui ont un set collection ou des choses comme ça. Mais vous allez gagner aussi le jeton de la personne qui l'avait mis avant. Très, très particulier. C'est vraiment excellent. Ouais, d'ailleurs, cette année-là, on a parlé un peu du Docteur. Shoten Totem aussi sortait. Qui est quand même encore à ce jour un classique des jeux à 2 joueurs. Plein de choses. Tu veux y aller? Moi j'ai un jeu que j'aimerais vraiment parler. C'est le jeu Pokémon Master Trainer. Ce jeu n'a pas la meilleure réputation, là, mettons, parce que c'est peut-être pas le meilleur jeu. Mais il y a tout dans ce jeu-là pour qu'il soit vraiment cool et que tu aies le goût de jouer. D'ailleurs, début de la pandémie, on s'est fait une game en virtuel avec JF sur Tabletop Simulator qu'on a streamé, qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Et c'était vraiment comme un retour dans le temps, parce que moi j'avais joué quand c'était, peut-être pas quand c'était sorti en 99, mais à cette époque-là, c'était un jeu quand même compliqué, quand même lourd et tout ça. Mais il y a vraiment tout ce que tu veux d'un jeu de Pokémon. Tu te promènes, tu trouves des Pokémon, tu te bats contre le monde, tu ramasses tes badges. Tu sais, c'est très immersif, très ancré dans la réalité de Pokémon. En plus, toutes les tuiles sont rondes. C'est comme c'est un gros plateau avec tout l'univers de Pokémon qui est là. Je suis allé chez ma belle-mère, j'étais allé dans le sous-sol où est-ce qu'elle a... C'est des ramasseurs là, que j'appelle. Ils ont 22 000 cochonneries dans le sous-sol. Et j'ai vu la copie, c'est le 16 Monopoly, là, la boîte là, de Pokémon Master Trainer. Et je connaissais pas ça à l'époque. J'ai fait,
qu'est-ce que c'est ça? Moi qui étais un grand amateur de Pokémon, là. Faudrait que je joue au moins une partie de cette affaire-là. Ah oui, non, ça vieillit un petit peu mal. Ouais. 99, plus un jeu pour enfants. D'ailleurs, je vous recommande la version qui est sur Tabletop qui s'appelle X Edition. Et il y a quelques petites variations, quelques mises à jour, mais intéressant. Le côté ambitieux de la chose, c'était vraiment comme vivre l'univers de Pokémon, le jeu de... Pas le jeu de cartes, le jeu de Game Boy de Pokémon en jeu de table. Il y avait tous les Pokémon, il y avait des jetons ronds qui étaient en forme de Pokéball. Vraiment, là, c'était très immersif, très fort comme expérience, même si on est dans une espèce de jeu de parcours où tu déplaces ton bonhomme sur un parcours, il y avait quelque chose de vraiment magique là-dedans pour nous à ce moment. D'après moi, Nintendo doit vendre assez cher sa licence de Pokémon vu que ça n'a jamais été refaite quand même depuis, puis ça pourrait se vendre facilement pour les nostalgiques. Là. J'imagine très bien là, dans les prochaines années un genre de Kickstarter de Pokémon Master Trainer revu au goût du jour, ultra narratif à la Gloomhaven. Là, un gros Charizard là, que tu mets sur le board. Là. Ouais, c'est ça, exact. Des grosses figurines, tout le kit. Sylvain, je pense que t'en as deux à nous parler hein, qui sont un peu issus de la même trempe. Qui sont issus de la même trempe que des grosses figurines et tout ça. Ouais, c'est ça, les jeux décoratifs. Là. Je sais pas, qu'est-ce que j'avais noté, moi? Je sais pas, c'est juste une petite mention rapide, mais j'ai remarqué qu'il y avait 10 jeux de Star Wars qui sont épisode 1 qui sont sortis cette année-là. Comme par hasard. Je suis juste allé compter par curiosité. Mais sinon, des trucs que j'ai remarqué, il y a c'est pas le premier, mais il y a Zert. Je l'ai jamais joué celui-là en fait. Ouais, c'est pas tant pour parler de Zert, mais ça me fait une petite occasion de parler du GIF Project. Ils font vraiment exprès. Oui. Ouais, mais ce qu'il y a de particulier, il y a Zertz qui sort cette année-là et qui fait partie du GIF Project, mais la particularité, c'est que sort GIF Project 7.1, qui est dans le fond une micro-extension qui vient changer ton GIF de base, puis que là, tu peux t'amuser à le mixer avec d'autres boîtes, parce que le GIF Project, c'est là l'occasion d'en parler, c'est que c'est une série de jeux qui se jouent tous indépendamment les uns des autres, mais que tu peux prendre des pièces de certains pour jouer à des nouveaux jeux. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent, à ma connaissance. De faire un nouveau jeu, je parle pas, tu sais, genre un Dominion où tu achètes une extension ou une boîte séparée ou c'est correct, c'est des nouvelles cartes, tu pourrais jouer séparées les deux boîtes ou tu peux les mélanger, puis voilà. Non, c'est que là, c'est comme des règles différentes, un fonctionnement différent, puis des deux naît un nouveau jeu. Je connais Century qui fait ça, mais après ça, j'en connais pas tellement. Je sais pas si vous avez des... Il y en a quelques-uns, mais il y en a très peu, exact. Puis on parlait de Small World tantôt, ils font pas exactement ça, mais ils ont comme l'extension tunnel là, qui permet de connecter deux plateaux ensemble. Oui, c'est vrai. Mais encore là, je trouve qu'on est plus dans l'extension à ce moment-là. On vient moduler un peu le truc. Là, c'est vraiment... entre les différents jeux de GIF, oui, il y a une logique générale qui est c'est du jeu abstrait, tout ça à deux joueurs, mais ça reste que les règles sont complètement différentes. C'est des jeux différents. Puis après, tu les mixes, puis tu fais un nouveau jeu avec. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à souligner là. Voilà. Ça me donne le feeling de 504, là, le fameux jeu de Friedman Freeze. Où est-ce que tu mixes des mécaniques, puis ça te fait un jeu. Puis il y a 504 possibilités de jeu à travers la boîte. Là. Mais ça, c'est juste une boîte de jeu. Que tu ne mixes pas des boîtes de jeu ensemble. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, il y a quelque chose de ça, effectivement. Mais bref, voilà. Donc, je voulais le souligner plus qu'en parler en détail, parce que c'est quand même quelque chose de surprenant, même si ça a déjà commencé avant 99. Et je vois, Simon, que tu pointes un jeu que je suis allé chercher, parce que moi, je suis allé voir tous les jeux qui sont sortis en 99 pour essayer de voir s'il y a des trucs surprenants. Et j'ai trouvé un truc surprenant. Tu m'étonnes, Sylvain. Je comptais sur toi pour ça. Oui.
J'ai pas joué, j'ai aucune idée, ok, vraiment. C'est juste que quand j'ai vu le titre, j'ai fait what? Ils ont fait un jeu là-dessus, puis ça ouvre un sujet de discussion. Je sais pas s'il nous reste du temps. Joueur en plus. Un joueur. Un jeu en 1999 de un joueur. Ouais, et le jeu s'appelle. Ouais, c'était avant l'heure, là, avant que les gens soient comme genre, wow, les jeux solo, je trippe ma vie, puis qu'il y a genre des millions de personnes qui adorent les jeux solo, là. Nuremberg Trial of the Century. Donc, si vous connaissez peu ou pas votre histoire période... Ça ressemble à Candyland, le plateau. C'est bizarre à dire, mais ouais. Donc, Nuremberg, les procès de Nuremberg, c'est quand les Alliés ont jugé les dirigeants nazis pour crimes de guerre. Nice. Donc, ils ont fait un jeu de société là-dessus. Ils ont fait un jeu à un joueur là-dessus. Ils ont fait un jeu qui ressemble à Candyland là-dessus. Je sais pas, je comprends trouver pas. Une version, j'aimerais trouver une version de jeu parce que ça, c'était un jeu qui avait été publié dans un magazine à la base. Ouais. C'était d'ailleurs la mode, hein? Peut-être c'était pas mal la fin de la mode. Là, ouais, c'est la fin, ouais. Mais donc des jeux publiés dans des magazines et A Simple and Abstract Solitaire Game. C'est vraiment mystérieux. Puis le monsieur qui l'a fait, c'est Gary Graber. Dans ses plus haut coté sur BGG, il y a la campagne Barbarossa, sortie en 2010. Retro Tactical World War II Wargame, Variant Rule, en tout cas, bref. C'est du Wargame. C'est un monsieur qui est issu de l'univers des Wargames, donc c'est pas surprenant de voir un jeu sur un moment historique. Mais c'est surprenant de faire un jeu sur ce sujet-là spécifiquement. Mais en fait, tu sais ce qui est fou, c'est que là, dans cette saison-ci, on a eu quelques exemples de jeux de salles de cours, là, je vais l'appeler comme ça, de droit, de procès en fait. Et pour moi, c'est une thématique qui est complètement sous-utilisée dans les jeux. Je veux essayer ces jeux-là. Comment est-ce qu'on rend un procès dans un jeu? Il y a quelque chose de vraiment intéressant, puis c'est comme si tout était là pour ça, là, un procès, c'est un espèce de jeu de pouvoir, de négociation, d'influence. Il y a toutes les choses là-dedans qui font que ça pourrait être un jeu. Mais bon, c'était juste une parenthèse sur les jeux de procès. Si vous en connaissez à la maison, des jeux de procès, de cours, envoyez-nous un message parce que j'en connais très peu. On a de la misère à en trouver. Ceux qu'on trouve sont très obscurs et on n'arrive pas à les trouver. J'en ai un peu indirectement, c'est Crime Box Investigation. Je sais pas si tu as déjà joué à ça. Crime Box Investigation, ça me dit quelque chose. C'est Ludonote, c'est vraiment cool. Moi, j'aime beaucoup ce jeu-là. Il y a plusieurs modes de jeu, puis il y a un mode de jeu où tu simules une cour. OK. Il y a le jeu Objection là, qui est sorti dernièrement, que lui, c'est pas sur un sujet précis, mais c'est justement, c'est vraiment dans la cour. Il y en a un qui va représenter justement l'accusé. Oui. Mais c'est un jeu de connexion d'icônes. J'ai pas vraiment joué au jeu, là, mais c'est plus mécanique. Effectivement. Sinon, Watergate représente un peu ça, avec le scandale. Ouais. Il y a l'enquête, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a comme on tire chacun. Vous connaissez ma haine pour le jeu Watergate? Non, c'est même pas. Ah ouais, tu le détestes, hein? Ouais, moi je suis pas un fan de Watergate. Okay. Mais je vais revenir rapidement à Crime Box parce que t'as un feeling d'avocat qui défend. Vraiment, parce que en gros, Crime Box, l'idée du jeu, t'as un meurtre. On soupçonne un meurtre qui a été commis. On a 3 suspects qui sont pigés. C'est un jeu qui est généré aléatoirement. Tu piges des cartes et chaque carte pigée amène des nouveaux faits. Donc, si par exemple tu veux aller fouiller sur la scène de crime, tu vas piger une carte objet, puis le premier paquet du carte objet vient se rajouter dans l'histoire. Puis en mode, comme je le joue habituellement, c'est un mode on joue tous ensemble et on essaie de construire une histoire cohérente avec tous les éléments qu'on a pigés au fur et à mesure de notre enquête. Donc, tu commences en disant je vais fouiller la scène de crime. Puis là, tu dis on découvre un pistolet. Puis là, tu dis ok, je vais faire une analyse sur le pistolet. Puis là, tu piges une carte. Puis là, ça dit on a trouvé les traces de sang du suspect numéro 2. Puis là, tu dis ok, on va fouiller chez le suspect numéro 2. Puis là, tu découvres un nouvel objet qui va le lier au suspect numéro 3. Puis là, il faut que tu arrives à jeu narratif, là. C'est ça, c'est un jeu narratif généré aléatoirement avec des contraintes, effectivement, mais la narration est créée par les joueurs.
c'est juste les cartes. Côté Deception, Murder in Hong Kong, là, peut-être un peu plus narratif, mais plus narratif que Deception, vraiment mais plus narratif. Mais il y a le procès là-dedans, là. Ben, quand tu joues avec le mode procès, c'est que chaque joueur va représenter un des suspects et tu dois essayer de le défendre en présentant les éléments qui sont sur la table comme innocentant ton suspect ou expliquant pourquoi on a trouvé son ADN à tel endroit ou des trucs comme ça pour dire que c'est pas lui qui le fait. Puis il y a un des joueurs qui va être le juge qui va trancher sur qui... C'est pour ça que ça me rappelle Deception. C'est comme un peu le contraire, là, mais il y en a qui... Mais ouais, ok, c'est intéressant. Non, c'est vrai qu'il y a une certaine forme de proximité, mais c'est pas du tout le même. L'expérience est vraiment différente. Okay. Ouais, c'est ça. Mais bref, voilà. Donc, j'aime beaucoup ce petit jeu-là. J'y joue de temps à autre pour pas épuiser, étant donné que les trucs sont générés aléatoirement. Mais bref, on a dévié de notre Nuremberg. Je mets ça dans ma liste. C'était pas sorti en 99, ça, non, 2012, malheureusement. Ouais, c'est ça. On est voilà. Mais bref, ça reste quand même que ça, pourquoi j'avais souligné Nuremberg Trial, parce que de un, c'est surprenant, puis de deux, c'est que des sujets comme ça, c'est plus qu'un sujet de cours, tu sais. Ah oui, c'est vrai, c'est pas... oui, c'est plus dense que ça. C'est ça. Puis c'est surprenant de faire un jeu là-dessus, tu sais. Mais bref, moi je trouve ça intéressant justement d'aller explorer des avenues hors normes pour des sujets de jeu. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas la version sur BGG de ce jeu-là. Ouais, je fort écrire à Gary Graver. Ben, messieurs, je pense que ça fait le tour de 1999. Yes. C'était un plaisir de faire cette année 1999. Je pense qu'on a couvert beaucoup de sujets. C'est vraiment le coming of age des années 2000. Hein. C'est la fin d'un millénaire 1999. On a comme pas mis vraiment d'emphase là-dessus. On a un peu raté notre intro, là, si je peux me le permettre. Mais c'est la fin d'un millénaire. On sent qu'on est sur une espèce de point tournant de l'humanité. Le bug de l'an 2000 est à nos portes. Et nous sommes en train de devenir des hommes et des femmes du futur. Et le jeu est exactement à ce point tournant. D'un côté, nous avons le procès de Nuremberg, un jeu solitaire qui se trouve à côté de Pokémon Master Trainer. Donc, toute une époque pour vivre, encore une fois. Oui. Ricochet Robot. Ricochet Robot, le meilleur jeu de tous les temps. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre écoute de cet épisode. Sylvain, Steve, encore une fois, merci beaucoup. Merci à toi. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.